content? LCDG, podcast hors série. Ouais, là je crois que tu m'entends. On crée un hors-série qui s'appelle justement Ma Parole. Un nouveau concept. On va recevoir des gens qui nous donneront leur parole sur des sujets super forts et super sensibles. Je serai juste en immersion avec mes invités et on discutera tranquillement sur le monde qui nous entoure et la trace qu'on veut laisser, qu'on souhaite laisser. Chaque passage plutôt est important. Ma parole. Est-ce que tu jures de dire toute la vérité et rien que la vérité? Je le jure. C'est parti. Tu sais que je suis arrivé au bout, les yeux fermés, je ne tiens plus debout. Je sais, tu sais, j'ai bien failli tomber. Ils ont voulu me voir abandonné. How long you find when they cut you to size, then you turn around and smile. Comment ça va? Ça va bien. Yes. Comme on s'est dit hors enregistrement, ça fait un moment qu'on ne s'était pas croisés, même si on se voit via les réseaux. Pour ceux qui te connaissent pas comme moi je te connais, comment tu pourrais te présenter? À un inconnu, à une inconnue, ouais. Je m'appelle Merwan. Merwan, c'est mon prénom. Mon nom de famille, c'est Rim, R-I-M. Voilà. Merwan Rim. Je suis chanteur, comédien, musicien, DJ aussi. Je fais pas mal de choses très différentes, les unes des autres. Je produis en France, un peu partout en Europe, beaucoup à l'étranger, un peu plus loin, en Asie aussi. Et voilà, donc ça fait... j'ai 44 ans. Ouais. Je vais sur mes 45 ans et je fais ce métier-là depuis... là, on est en 2022. J'ai commencé ce métier-là en 2001. Voilà. Et depuis 2001, je fais de la musique, des spectacles, des concerts, du cinéma, du doublage, de la voix off, de la pub, des DJ sets, des tournées. Et puis c'est mon... Ouais, c'est toute ma vie, voilà. Moi qui te connais un peu avant, est-ce que tu es vraiment sûr que ce soit en 2001 et pas un peu avant? C'est devenu mon métier vraiment en 2001. Voilà. Ouais, c'est devenu mon métier en 2001. Mais vraiment, toi, t'es... Tu m'as connu avant. Voilà. Tu m'as connu avant que ça devienne vraiment mon métier. Ouais. Après, on en reviendra... On verra dessus un peu plus tard. J'ai commencé à faire la musique assez tardivement. Quand j'ai commencé à faire vraiment de la guitare, j'avais 14 ans. Voilà. J'ai commencé, j'avais genre 14 ans. Et c'était vraiment pour le plaisir de mettre un instrument, quoi. J'ai eu envie de mettre un instrument de manière très... comment dire? Je suis venu à l'instrument. Je suis pas d'une famille de musiciens, de chanteurs, etc. Moi, il n'y avait pas de musiciens chez moi. Mais je traînais avec des mecs qui écoutaient de la musique. Bon, après, moi, tu fais comme toi. Hein, je suis né, j'ai grandi à Sarcelles, mais je traînais avec beaucoup de mecs qui écoutaient du rap, du R&B, des musiques un peu comme ça. Et puis, d'autres qui étaient musiciens et qui jouaient dans des groupes de rock et de métal. Et puis, ça m'a inspiré, en fait. Donc, j'ai eu envie de me mettre aux instruments. J'ai commencé un peu à jouer de la batterie. Et puis c'était problématique parce que j'allais jouer chez un pote, parce que j'étais dépendant de lui, D'accord. de sa famille et du bon vouloir de tout le monde. Ouais. Tu vois, donc puis jouer de la batterie, tu peux pas mettre une sourdine sur une batterie, en tout cas pas à l'époque, hein. Pas en 93, 94 sur des trucs. Donc écoute, de dépit, je me suis dit putain, qu'est-ce que je peux faire? Et j'avais un pote qui avait une guitare et qui m'a dit écoute mec, prends ma guitare. Moi j'en joue, mais je m'en fous un peu, ça sert à rien. C'était une guitare acoustique. Tu vois, de base, quoi, vraiment un truc vraiment de base, quoi. Pour étudier la guitare dans un comment on appelle ça? Dans un conservatoire. Ouais. C'est en quelle année à peu près ça? 93, voilà, peut-être, ouais, 93, un truc comme ça. 93, 94. Et je commence à jouer et à me lancer là-dedans, quoi. Et à partir de là, c'était cuit, quoi. Je me
suis dit, ok, je peux jouer de la Tu guitare. t'es plus jamais arrêté. Et je me suis plus jamais arrêté. Et à partir de là, j'ai commencé à jouer de la basse. Après, je me suis mis à la batterie. Pardon, je me suis mis au piano après. Et puis j'ai enchaîné. Naturellement? Ouais, naturellement. Voilà, naturellement. Parce que l'envie de découvrir tous ces instruments-là, après, ça s'est fait parce que... Progressivement. Et puis surtout parce que j'avais pas les moyens d'avoir un piano chez moi. Donc, quand j'ai commencé à travailler, j'ai pu m'acheter un clavier. Je me suis acheté un clavier. Et c'est comme ça que ça a commencé. Mais toujours été attiré par les instruments de musique parce que... Voilà. Le chant, ça a toujours été là, mais je m'autorisais pas à chanter véritablement. J'avais beaucoup peur, en fait, de chanter. Ah. Ouais, le regard des gens, le truc, tu vois, c'était compliqué. Ouais. Sérieux? Ah, le chant, c'est très... Le chant, ça a toujours été là au début, mais je le cachais. Et j'ai voulu devenir batteur pour être musicien et me cacher derrière mon instrument et ne pas chanter de manière à ce que personne ne me voit, en fait. Les gens regardent pas le batteur jouer. Ouais. Tu regardes le frontman, le mec qui est devant, derrière le micro en train de chanter, ou le guitariste qui chante aussi. Mais tu regardes pas le batteur. Voilà. Donc t'avais trouvé ta place. Et moi, mon truc, c'était le batteur. Donc partout, dès que j'allais voir un concert, je m'en foutais du reste. Je regardais le batteur. Parce que j'adorais le fait que le mec soit dans son monde, en fait. C'est comme s'il avait une forteresse autour de lui, il avait un château fort. T'as un château fort et t'es au milieu, et tu joues. Et si tu veux, personne ne peut te voir. Si tu te baisses un peu, personne peut croiser ton regard. Tu vois, il n'y a que si vraiment t'as un projet sur toi et qu'on te voit jouer, que les gens peuvent te regarder dans les yeux. Mais sinon, la plupart du temps, les batteurs sont assez cachés par les toms, les cymbales, etc. On peut ne pas les voir. Et ça me plaisait beaucoup l'idée de faire ça, de la musique comme ça. Donc être sur scène, jouer, sans qu'on me regarde de trop. Et sans chanter. Et sans chanter, ouais, bien sûr. Et puis après, je découvre un live des Eagles. Et je me rends compte que le mec qui chante Hotel California, c'est le batteur. C'est le bac. Et je me rends compte que la batterie, elle est au milieu de la scène, que le mec chante, et que tous les musiciens des Eagles sont autour de lui. Et en gros, c'est lui le chanteur. Tu vois, le mec chante. Hotel California, c'est lui qui chante ça. Et le mec, il est en train de jouer de la batterie, avec son micro comme ça. On a dark desert away. Et le mec chante. Je fais ok. Ouais, mec, donc lui, il a... il a fait ok. Je vais poser mes balls sur la table, je me mets devant vous, c'est moi qui chante. Regardez-moi, je suis le batteur. Donc ça m'a un peu surpris. Et je me suis dit, vas-y, écoute, chante. T'as le droit de chanter aussi, chante. Et puis comme c'est des chansons que j'aimais beaucoup jouer, tu vois, donc je me suis mis à ça. Alors si t'entends des oui, c'est mon chien qui est derrière. Ouais. Voilà. Pas de soucis. Ça fait partie de l'univers. Et puis, écoute, ça s'est fait comme ça, tout doucement. Et puis progressivement, la guitare est arrivée. J'ai commencé à jouer de la guitare. Je jouais avec des mecs et je me cachais aussi derrière. Je laissais les gens chanter et moi je jouais de la guitare. Je faisais un peu des chœurs et tout. Sid, s'il te plaît, chut, tu te tais. On enregistre un truc. Ouais, t'as compris? Voilà, c'est bien. Et du coup, je me suis retrouvé à chanter, à faire des chœurs avec les gens, etc. Et puis progressivement, tu vois, tu te dis, ok, je peux chanter, et puis je peux aussi me mettre aussi un peu devant, quoi, en avant. Mais ça s'est fait progressivement sur des années. J'ai pas, tu vois, il a fallu que je lutte contre ma timidité maladive. Ok. Voilà. Et ça m'a beaucoup aidé de jouer de la musique devant des gens. J'étais très 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 timide, moi. J'étais un garçon très timide. C'est ce que j'allais te demander par rapport réservé. Avant ça, justement, ta préadolescence ou ton adolescence, avant de commencer à caresser la musique, t'es quelqu'un de très très réservé? Ouais, très. Très réservé, très secret, très dans mon monde. Mais j'étais un garçon très rêveur. Et on me l'a beaucoup reproché. On me reprochait beaucoup d'être rêveur, d'être dans mon monde. Constamment, mes parents ont convoqué mes parents pour dire votre fils, il est constamment dans la nuit, il est là-bas. On lui parle, mais en fait, il nous voit plus. Il est pas avec nous. Ouais, bah, j'étais loin, moi, j'étais dans mon monde, en fait. Donc, j'ai toujours été comme ça. Après, c'est pas, tu vois, j'ai toujours lutté contre ça pour essayer d'être un peu plus, tu vois. Social, je veux dire, c'est ça, en gros. C'est pas que social, en fait, parce que moi, j'étais pas un garçon compliqué, tu vois. Mais c'est juste que j'étais très rêveur. Donc, je rêvais à beaucoup de choses, et les yeux ouverts. Donc, quand tu rêves les yeux ouverts, c'est que tu peux t'attirer des problèmes à l'école, avec les autres, avec tes professeurs. Donc, moi, je peux me sentir extrêmement seul, alors que je suis entouré de plein de monde. De plein de monde. Okay. Et je peux être seul, mais parce que je suis dans mon monde. Je suis en train de réfléchir à un truc. Je peux avoir les yeux ouverts, mais ne pas voir ce que je vois devant moi. D'accord.
C'est-à-dire que quand tu regardes quelqu'un, mais tu vois pas en fait ce qui se passe. Ok. Ou plutôt l'inverse, voir sans regarder. Je sais pas, je pourrais pas te dire en fait, est-ce que voir sans regarder ou regarder sans voir, Ouais. tu vois, je trouve que la frontière en fait, elle est un peu étrange à, tu vois, décider qu'est-ce qui est regardé, qu'est-ce qui est vu. Tu vois, donc voilà, je suis en train d'entrer dans un truc. Non, mais c'est intéressant parce que... C'est mon monde. Oui, c'est ça que j'allais dire. C'est mon monde. Ça prédéfinit un peu ton évolution, ton parcours. Ouais, en moi, fait. Et ta scolarité, comment ça se passe? Toute ta scolarité primaire J'avais des facilités dans plein de matières. Et d'autres, c'était une catastrophe. Voilà. Donc j'ai toujours été très mauvais en maths, par exemple, très mauvais dans certains trucs. Et puis d'autres, c'était une grande facilité pour moi, mais je travaillais pas beaucoup, c'était naturel. Donc j'étais bon, voilà. Mais bon, ça m'a attiré pas mal de problèmes, quoi. Donc j'ai eu une scolarité, je vais pas dire chaotique, mais compliquée. Voilà, mes rapports avec les professeurs, des fois, c'était... voilà, votre fils, il bosse bien là, et puis là, d'un coup, il disparaît pendant 2 semaines. On le voit plus du tout. Il est avec nous en classe, mais on a l'impression que c'est un fantôme. Et donc c'était un peu compliqué, c'était un peu chaotique pour moi, les études. J'avais du mal en fait avec le système de il faut être bon à l'école partout dans tout et moi j'aurais voulu qu'on m'encourage à découvrir des choses, tu vois. J'ai eu des professeurs comme ça, attention, je dis pas. C'est ce que j'allais te demander. J'ai eu des professeurs qui étaient comme ça, ils étaient géniaux. C'était des gens qui te faisaient découvrir des choses et tu disais ah ouais, en fait, je peux être d'origine étrangère, de je ne sais quoi, de venir d'un autre pays, d'être dans une banlieue compliquée, difficile, et pourtant, on me permet d'accéder à ce monde-là, qui pourtant est un monde complètement aux antipodes de ce que je suis, et où je pourrais évoluer un jour. Et finalement, tu vois, voilà, je me suis retrouvé à découvrir de la musique, ou le théâtre, ou des œuvres d'art, que ce soit de la peinture, de la sculpture, etc., qui pour moi, c'était pas facile, tu vois. Et même musicalement aussi, on m'a fait découvrir des choses où des professeurs qui étaient vraiment des profs de musique ou autre chose. Et ça, c'était un bonheur. Donc quand c'était comme ça avec les professeurs, j'étais très investi dans les cours. J'avais des professeurs comme ça. Quand j'avais des professeurs qui étaient hermétiques à ma personne parce qu'ils ne savaient pas comment me gérer, du coup, j'étais moyennement bon, quoi. Voire limite pas bon du tout à l'école, quoi. D'accord. Et... Grand désarroi de mes parents. Ouais, c'est ce que j'ai te demandé. Oh, les parents. Ah ouais, c'était pas dans une grande joie avec moi, avec ça. C'était un peu difficile. Ils comptaient sur moi en plus beaucoup, tu vois. Donc, Et toi, est-ce que t'es... Moi, on est entouré de garçons avec une grande sœur. Toi, c'est l'inverse? Moi, c'est l'inverse, ouais. T'as une grande sœur? Ouais. Et vous êtes combien de garçons? 4. Bah, moi, c'est 2 garçons et 5 filles. D'accord. Donc, voilà. Donc, moi, mon frère et mes 5 sœurs. Donc c'est une famille très féminine. Oui, c'est ça que j'allais dire. C'est-à-dire que mon père, mon frère et moi, face à mes 5 sœurs et ma mère, on n'avait pas trop le mot à dire, quoi. Tu vois, c'était un peu compliqué. Et grandir dans... Bon, après, tu connais que ça, mais par rapport à tes potes, par exemple, les relations que tu as avec les potes avec qui tu as grandi, tu te sens différent des autres par rapport à ça, le fait de grandir entouré de plus de femmes que d'hommes, par exemple? Ou pas... Non, parce que franchement, autour de moi, c'était pas loin d'être pareil. Hein. Pareil, ouais. J'avais beaucoup de potes qui étaient, même si, soit ils étaient dans des grandes familles nombreuses comme les miennes, soit ils étaient beaucoup moins. Mais il y avait... Après, moi, il y a 2 catégories de potes, en fait. Hein. Il y a vraiment 2 catégories de potes. Ouais. Il y a ceux avec qui... Ceux que j'ai gardés, jusqu'à aujourd'hui, dont tu fais partie. Ouais. Voilà. Et puis, il y a ceux que j'ai perdus, clairement. Mais j'ai pas perdu parce que j'ai décidé de les perdre. Naturellement. Parce que naturellement, tu vois, comment dire, naturellement, le truc se fait, quoi, tu vois. Donc, puis à l'âge qu'on a, tu vois, il y a des choses que t'as plus envie de vivre, quoi, tu vois. Je vais pas embarrasser les gens. Excusez-moi, vous étiez déjà des boulets avec moi quand j'étais du CP jusqu'à la terminale, vous étiez des boulets. Faut le préciser. Donc, si vous étiez des boulets avec moi du CP jusqu'à la terminale, pourquoi est-ce que j'ai besoin de vous encore aujourd'hui? Non, tu vois, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a ceux qui étaient mes amis et qui m'ont encouragé à faire ce métier-là, qui m'ont encouragé à faire de la musique, et puis il y a ceux qui m'ont découragé, fort. Et que je pensais pourtant qui étaient pour moi, tu vois, des gens que j'aimais, que j'appréciais, qui étaient pour moi des amis.
et qui en fait m'ont découragé en faisant ça, mais je suis pas envie de leur en vouloir, tu vois, aujourd'hui, Ouais, tu ouais. vois, chacun fait sa vie, quoi. Mais c'est vrai que c'est drôle, des fois, quand tu recroises des mecs avec qui t'étais au collège ou au lycée, Mhm. et qui ont été des enfoirés avec toi, clairement, tu vois, à pas du tout te soutenir dans ton truc, et qui aujourd'hui... Tu penses que c'est pourquoi, en fait, quand tu commences la musique et naturellement, t'es avec des gens, que Ouais. tu dis, ouais, c'est tes potes, ils vont te soutenir. Ouais. Et c'est pas le cas. Toi, mentalement, comment tu réagis et tu te dis quoi Bah, à ce moment-là? déjà, tu le prends très mal. Mhm. C'est sûr, tu le prends très mal. Quand tu vois que beaucoup de gens que tu n'aimes pas du tout, et qui ne t'aiment pas du tout, sont là pour te mettre des bâtons dans les roues, tu fais ok, tu serres les dents, machin, t'es là, tu te mets un peu en boule comme ça, et puis tu t'encaisses, tu dis, je vais encaisser, je vais faire mon truc, et puis je vais avancer. Mais quand c'est des gens que tu apprécies, qui sont tes amis, et qui te défoncent un peu, hein, qui te défoncent dans ton dos, et qui, face à toi, font genre, ouais, machin, non, ouais. Tu dis, mais putain, mais j'ai besoin de vous, en fait. Psychologiquement, j'ai besoin de vous, Ouais. que vous soyez avec moi, tu vois. Et puis tu t'en rends compte fort quand tu décides de quitter ta ville et de dire, je vais rentrer dans une école de musique, qui est à Paris, dans Paris. Ouais. Et je me retrouve dans Paris, Quelle année, ça? on est en septembre 2000. D'accord. En septembre 2000, je décide de rentrer dans une école de musique dans Paris. Mhm. Donc je me paye mon école de musique, je me prends un crédit, Ouais. un crédit genre jeune consommation, machin, tu vois, genre un compte provisio, je sais même pas si ça existe encore aujourd'hui. Voilà. Ouais. Une de mes grandes sœurs décide de me filer un coup de main. Je travaille comme un chacal pendant tout l'été et je mets de l'argent de côté et je me paye une école de musique qui va me coûter une blinde, tu vois. Vraiment cher, quoi, Ouais. clairement. Et je me paye cette école de musique et je rentre dans cette école-là et je rencontre des gens que je ne connaissais absolument pas, qui en fait croient plus en moi que moi ce que je peux croire en moi, tu vois. Déjà. Et qui me disent, mais mec, c'est pour toi, la musique c'est pour toi, tu vas faire ce truc-là ton métier. Et des gens qui étaient des mecs avec qui j'ai grandi, quoi, tu vois, Mhm. m'ont jamais parlé comme ça, et m'ont jamais encouragé, quoi, tu vois. Et c'était tout le contraire. Du coup, tu te dis, ok, donc en fait, j'ai peut-être raison d'y aller, donc je vais y aller, je vais forcer le truc, je vais vraiment me battre, et puis d'un coup, ça devient ton métier. Et ça devient ton métier, et puis d'un coup, tu vois, ça marche un peu pour toi, tu passes En à la plus. télévision, tes disques qui sortent à la radio, Mhm. ça marche un peu, tu fais des concerts, on te voit, on t'entend, tu vois. Puis d'un coup, tu recroises ces mêmes personnes avec qui tu étais plus jeune, hein, qui t'ont vraiment pas aidé du tout. Et ces gens-là, après, viennent te raconter comme quoi, tu vois, ils sont fiers de toi, ils sont heureux pour toi, machin, ils savaient qu'un jour ça allait marcher pour toi, tu Mhm. comprends, et que donc, ouais, machin. Non, rappelez-vous juste combien de torts vous avez cherché à me faire. Mhm. Après, tu te dis, bon, tiens, à l'âge que j'ai aujourd'hui, je m'en fous, c'est fini. Je me dis presque, j'ai envie de leur dire merci, en fait. Merci de m'avoir emmerdé avec ça, en fait. Ouais, ouais. Parce que quelque part, vous avez créé une motivation supplémentaire chez moi. Il y a peut-être ça aussi. Mhm. Donc, mais sinon, j'en vois à personne, c'est pas grave, chacun fait sa vie. Voilà. Après, quel est le problème, enfin, qu'est-ce qui a pu créer un truc comme ça chez les gens? Mhm. Je vais pas faire le mec en disant ils étaient jaloux de moi, machin et tout. Non, c'est pas ça. Je pense que moi j'étais très naïf dans ma manière de faire et puis j'avais envie de faire de la musique et puis de faire un truc artistique. Et je crois que c'était très mal vu pour certains d'avoir un côté artistique Quand tu parles de ça, tu parles dans l'environnement où dans on est mon à environnement où Sarcelles, j'étais. Ouais, c'était très mal vu. Moi quand je disais que je faisais de la musique, les mecs me disaient tu rappes. Ah, Je disais non, je fais pas de rap moi. d'accord. Elle dit bon, vu que t'es rebeu, tu dois faire du rail. Non, je fais pas de rail. Ok, tu joues d'un instrument en plus. Bon, tu fais du reggae, ça? Non, en fait, moi je chante et je joue avec des potes et on est un groupe de métal. Les mecs me rionnaient. Ils me disaient, mais mec, où est-ce que t'as vu qu'il y a Où est-ce que t'as vu que des Maghrébins à Sarcelles font du métal? Ça n'existe pas, ça. Et Tu vois? Et puis moi, je me disais, ok, d'accord. Donc ce sont des gens qui pourtant me connaissent ouais. et ont grandi avec moi, tu vois. Ils pourraient se dire, ouais, bravo, mec, vas-y, fonce, fais ton truc et tout. Et déjà, les mecs me décourageaient. Donc je me disais, Après, est-ce que Ok, tu est-ce que t'es j'ai le pas droit dit qu'en fait, ces gars-là ne te connaissent pas? Tout ces gars-là simplement. ne me connaissaient pas. Et puis d'autres me connaissaient quand même pas mal, Mm. tu vois. Mais ils jugeaient pas bon de me voir faire ça, tu vois. Pour eux, c'était pas normal que je fasse un truc pareil. Alors, je vais pas rentrer dans une psychologie de comptoir, mais Mm. je crois, à mon humble avis, que je mettais mal à l'aise ces gens-là parce qu'ils se disaient ce mec-là est en train de faire un truc que nous on s'autorise pas à faire.
Ok. Je pense que ce mec-là essaye de faire un truc qui n'est pas pour lui et il lutte. Et nous, on aimerait potentiellement faire un truc un peu en marge, un peu, tu vois, genre limite en dehors de ce que de ce qu'on est en fait. Et on s'autorise pas à le faire. Et le fait de le voir faire son truc là comme ça, en fait, ça nous fait chier. Je pense sincèrement que beaucoup de personnes étaient gênées par ma manière de me retrouver dans des trucs qui n'étaient pas faits pour moi. Et le problème, c'est que moi, j'ai toujours été comme ça. Plus on me dit c'est pas fait pour toi, et plus on met de l'essence dans ma bagnole en fait. Plus on me dit c'est pas fait pour toi, mec, plus je me dis ok, d'accord, je vais quand même y aller, je vais essayer de le faire. Et voilà, donc, mais je te dis, hein, pour en venir à ça, j'en veux à personne, c'est pas gênant. Mais c'est sûr que l'environnement où les gens t'aident pas beaucoup, en fait, c'est gênant. Tu vois. Moi, j'ai des enfants aujourd'hui, comme toi. Hein. J'ai 2 garçons. Et je les encourage à chaque fois dans ce qu'ils ont envie de faire. Tu vois. Même si c'est un truc, tu vois, où je me dis, oh fuck. Là, c'est peut-être pas forcément pour toi. Ouais. Mais tu sais quoi, je suis toujours en mode poker face. Genre, ouais, ok, t'as envie de faire ça? Vas-y, on essaye. Voilà. Et puis on essaye, et puis j'essaie de voir si, tu vois, si mon fils, il est genre, ok, ça pourrait me plaire vraiment, en fait, ou pas, tu vois. Et je me dis que, tu vois, les encourager, c'est tellement important. Entendre quelqu'un qui te dit, je crois en toi, j'ai envie que ça marche pour toi. Je sais que ça va marcher pour toi parce que tu vas te battre et parce que t'es courageux et parce que t'as la force de caractère pour arriver. Mec, ça transcende une vie, ça. Moi, je l'ai pas eu. Moi, j'ai pas eu enfin, je l'ai pas eu pendant longtemps, j'ai pas eu ça. Et quand j'ai rencontré des personnes qui m'ont encouragé à l'être, d'un coup, ça a décuplé mes forces. Et je me dis que c'est ce que j'ai envie d'inculquer à mes enfants, mais même aux autres enfants aussi, tu vois. Cette transmission-là, c'est les inconnus qui t'ont transmis ça, là, ou qui t'ont encouragé de cette façon-là? Il y a eu des inconnus, il y a eu des gens que je connaissais pas du tout, ouais. qui ont vu un truc et qui m'ont vraiment encouragé, et quelques potes qui étaient vraiment là, mais vraiment quelques potes d'enfance, avec qui j'ai grandi, et puis avec qui j'ai fait de la musique, et qui avaient envie de le faire et tout. Après, ils étaient comme moi aussi, ils avaient la même attitude. C'est-à-dire que dans ce qu'ils faisaient, ils avaient besoin de personnes qui soient avec eux comme ça. Donc moi, j'étais aussi comme ça avec eux. Quand je les voyais faire, je les encourageais à le faire. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en encourageant les autres, tu vois, ça créait une espèce de spirale comme ça qui faisait que tu rentrais dans un truc où tu encourages quelqu'un qui va t'encourager. Et une autre personne va t'encourager, que tu vas encourager aussi. Et tu vois, et en fait, c'est une spirale comme ça, et c'est une vraie spirale positive. Et chose que moi, je connaissais très 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 peu à Sarcelles. Je connaissais très très peu. Voilà. Après, je dis pas que c'était triste à crever, tu vois. Il y avait des moments difficiles, mais il y a eu des embellis comme ça, des moments solaires où, tu vois, t'as des gens qui te poussent, voilà. Au milieu d'un truc oppressant qui pouvait exister, tu vois, ou faire de la musique, c'était pris à la rigolade par certains. D'autres qui se foutaient vraiment de ma gueule, presque, tu vois. Vraiment. Qui m'ont mis des bâtons dans les roues, qui m'ont vraiment descendu. Qui m'ont dit des trucs abominables, mais devant moi, tu vois. Ah, ok. Et ça, c'est difficile. Frontal. Ouais, en frontal, ça, c'est difficile. Parce que tu faisais, en tout cas, du métal, c'est ça que tu veux dire? Parce que je jouais avec des groupes de métal, parce que je chantais des chansons un peu plus rock, pop, etc. Parce que je chantais en anglais, je chantais un petit peu en français aussi, tu vois. Et on se foutait de moi, clairement. Moi, j'ai des souvenirs, mais si je rentre dans les détails, mon pote, on l'a pour 4 heures. Mais j'ai des souvenirs de personnes qui ont été d'une méchanceté abominable avec moi. Qui pourtant, tu vois, je pensais que c'était des... Et qui sont venus voir ce que tu faisais en concert ou venaient voir des trucs et... Non, qui entendaient. Qui entendaient que je faisais des trucs. D'accord. Et qui, sans même me voir, me juger tellement mal. Voilà. Et après, c'est pas une revanche sur le truc, sur la vie, hein, mais c'est drôle quand tu as ces souvenirs-là avec ces personnes-là, et qu'après tu fais un spectacle ou un concert à Paris, ou au Zénith, ou à Bercy, ou machin, et que ces gens-là viennent te voir, et que tu les vois après le show, tu vois, que tu tombes sur eux à la sortie du show, machin, tu vois, au milieu des fans, etc. Et que ces gens viennent te voir avec un sourire en te disant, putain, tu te rappelles l'époque et tout, je suis trop heureux pour toi, machin. Et tu te dis, mais est-ce que tu te rappelles de ce qu'on a vécu quand même, en fait? Moi, j'ai pas le même souvenir que tu as là. Le souvenir que tu entends me raconter, je le connais pas, moi, en fait. Donc, mais écoute, c'est la vie, c'est comme ça. Voilà. Et qui est, non, pas qui est, mais que devient le Merwan qui rentre au conservatoire? Est-ce que c'est sur le même rêveur, sur le mec un peu introverti qui veut pas se montrer, ou c'est un mec qui va développer
comme tu as dit, sortir de sa zone de confort et se forcer à se montrer. C'était plus ça en fait. Je voulais sortir de ma zone de confort et me dire, rentre dans cette école-là et apprends avec les gens avec qui tu as envie d'apprendre et qui vont te transmettre probablement quelque chose que tu vas garder et qui va faire que tu vas te sentir épanoui. J'étais presque arrivé à un point où je me disais, c'est un rêve beaucoup trop éloigné que d'imaginer réussir dans la musique. Parce que là, t'es seul, là, t'es plus Là, en groupe. seul. D'accord. Ah ouais, là, je suis Et seul. pourquoi cette école-là? Et c'est quelle école d'ailleurs C'est une école de spectacle, chant et musique. Voilà. Tu l'as choisi toute seule? Tu l'as débuté toute seule? Je l'ai choisi tout seul en fait. Voilà, j'ai choisi ben. tout seul. J'ai choisi tout seul en fouillant un peu. Il n'y a pas internet à l'époque, hein, tu sais. Bah oui, c'est ça, je me dis comment tu fais pour... Comment je fais? ouais. Je vais à la Fnac et je prends un bouquin qui s'appelle l'encyclopédie du spectacle. Putain, c'était quoi le nom déjà? Ah, j'ai oublié. La lumière du spectacle. Voilà. Et en fait, tu regardes, et puis je regarde école de chant, musique, théâtre, machin, et je tombe sur plein de trucs. Et bah, écoute, il y a des numéros de téléphone fixe, tu vois, t'appelles, on te dit, bah, donnez-moi votre adresse, je vous envoie un fascicule, tu reçois un fascicule chez toi, Sarcelles, puis tu lis le petit truc, tu regardes, tu te renseignes. Il n'y a pas internet à l'époque, hein, tu sais, débrouillé. Et donc voilà, et puis tu vas dans des écoles, tu regardes un peu comment ça se passe, et tu dis, ouais, j'ai envie de ça. Je me suis retrouvé dans une école, c'était un peu fame, quoi, tu vois. Tu vois la série, quoi. Oui. Donc il y avait des chanteurs, des musiciens, des comédiens, il y avait aussi des gens qui dansaient aussi un peu, tu vois. Et je me suis retrouvé à avoir un planning, c'était fame, quoi. Tu vois, donc j'étais comme un ouf. D'ailleurs, t'as les cours de... Du lundi au vendredi, j'ai cours de chant, cours de théâtre, cours de danse, cours d'instruments, solfège. Après, j'ai des cours d'expression scénique. Ensuite, j'ai des ateliers d'auteur, ateliers de compositeur. Oui. C'était ça ma semaine, tu vois. Donc, c'était une folie pour moi. C'était genre, ok. Et je me retrouvais avec une promotion. On était, je crois, peut-être une soixantaine d'élèves comme ça, tu vois. Et on était tous ensemble, quoi. C'était comme une famille de 60 personnes, tu vois, qui évolue toute la semaine. Et donc, on s'inspirait des autres, on apprenait des autres. Moi, j'étais avec des mecs qui étaient des gros techniciens de la musique, qui savaient lire le solfège tellement fort, alors que moi, je touchais pas une bille là-dedans. Quand t'arrives... Quand j'arrive, je joue de la guitare, de la batterie. Je sais pas lire une seule note de musique. Autodidacte. Oui, j'ai tout appris tout seul, moi. Je sais pas lire une note de musique. Donc, il a fallu que j'apprenne à lire la musique avec la guitare, que j'apprenne à l'écrire, à la lire. Tu vois, des cours d'harmonie, je me dis, ok, comment ça marche, voilà, et puis après, tu fais des cours de solfège, et puis tu fais des cours de chant, où toi, tu sais que tu chantes. Parce que tu chantes, voilà. Mais tu te rends compte qu'en fait, tu comprends pas ce que tu fais. Tu sais pas ce qui se passe physiquement dans ton corps quand tu chantes. Et donc, ça, tu l'apprends. Et puis après, tu te rends compte moi, je sais chanter avec des gens et faire des harmonies, mais je sais pas ce que je fais. Tu vois. Et là, t'apprends que t'es en train de faire une tierce, là, t'es en train de faire une quinte, là, t'es en train de faire, tu vois, qu'est-ce que c'est qu'harmoniser les voix, tu vois, qu'est-ce que faire un truc à l'unisson, faire un trio, tu vois, un quatuor. Et puis voilà, donc tu comprends certaines choses. Et comme t'es avec des gens qui ont déjà un background plus avancé que toi, parce qu'ils font de la musique depuis petit. Alors que toi, t'as commencé assez tardivement, et puis tout seul, pas en prenant des cours. Bah, du coup, t'apprends, et puis moi, j'étais boulimique, c'est-à-dire que, comme je le suis encore aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai toujours eu extrêmement faim d'apprendre. C'est-à-dire que, moi, c'est un truc que j'ai toujours eu, et que le fait de voyager, ça m'a encore plus conforté dans ma position en me disant j'ai raison d'être comme ça, en fait. C'est-à-dire que, pour moi, c'est un dicton japonais, en fait, qui existe, qui dit on devient vieux quand on arrête d'apprendre. Et quand on cesse d'apprendre, on meurt. Non, c'est clair. C'est clair. Donc, et moi, j'ai toujours eu faim d'apprendre. J'ai toujours envie d'apprendre. Et même à mon âge aujourd'hui, hein, tu vois, j'ai 44 ans, j'apprends des trucs que je ne sais pas faire. Mais parce que ça me plaît, tu vois. Donc, j'apprends à créer des trucs, à dessiner des objets. Là, en ce moment, bah, j'apprends des nouvelles langues, tu vois. J'apprends le japonais, j'apprends le chinois. D'ailleurs, tu parles combien de langues? Tu parles combien de langues aujourd'hui? Moi, je parle français, je parle arabe, je parle anglais. Je comprends bien l'espagnol, je comprends bien l'italien. Je débrouille un petit peu dans ces langues-là, tu vois. Et puis, je suis en train d'apprendre le japonais et le chinois. C'est très compliqué, tu vois. Mais je me dis... Qu'est-ce que je me dis, tu vois. Puis, apprendre, c'est rester en vie, en fait. Tu
Tu vois. Et puis la curiosité, c'est tellement cool, tu vois. Là, en ce moment, j'essaie d'apprendre je suis sur des logiciels d'architecture et comment créer comment dessiner des chaussures. Carrément. Ah, je suis dans un truc de cordonnerie, mon pote. J'ai envie d'apprendre à designer des chaussures. Yes. Voilà. Des chaussures pour hommes, pour femmes, tu vois. Mhm. Pas basket plutôt, tu vois. Chaussures. Et je suis là-dedans, tu vois. Et ça me fascine, ça me passionne. Je me dis, tu vois, je sais pas ce qui se passera. Peut-être que j'aurai envie de devenir designer en chaussures. Ouais. Voilà, j'en sais rien où ça va m'amener. Mais ça me travaille et puis ça me permet de garder mon esprit vachement vif. Donc je te dis, hein, pour moi apprendre c'est continuer de vivre et c'est continuer d'exister et c'est, tu vois, tu deviens vieux quand t'arrêtes d'apprendre. Voilà. Et qu'est devenu là le mec qui veut faire la batterie qui est au fond, qui veut se cacher derrière la casquette. Ouais. Ce mec-là, qui rentre dans la maison maison du spectacle, sous 60 élèves qui connaissent le solfège depuis leur naissance. Ah ouais, mais il est Moi, je me dis, je mets à ta place par rapport à le background que tu me racontes. Ah bah, j'étais liquide. Oh là là. J'étais liquide. C'est-à-dire que j'étais face à des gens où je me suis dit, ok, il va falloir que je montre qui je suis en fait, et que j'ai pas trop le choix. Mais je suis tombé sur des professeurs qui étaient intelligents, fins, qui m'ont poussé à me dire, sois toi-même, t'as le droit d'être toi-même. N'aie pas peur d'être toi-même. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que le regard des autres, c'est une chose. Mais voilà. Et puis tu sais, tu rencontres des gens, puis tu bouquines, tu lis, et puis tu partages tes expériences avec les autres. Moi, j'avais une pauvre petite expérience dans la musique, tu vois, c'était vraiment léger. Il se passait pas des trucs monstrueux, quoi, tu vois. Et puis là, d'un coup, tu te rends compte que les gens te disent non mais mec, tu sais ce que disait John Lennon. Bah, il disait quoi? Bah, il disait, écoute, il y a des gens sur Terre qui détestent les Beatles. Dans les gens qui détestent les Beatles, t'as des gens qui vont détester John Lennon et qui vont détester Paul McCartney. Et puis t'as d'autres qui vont adorer Lennon et détester McCartney, et l'inverse. Et dans ces gens-là, t'en as qui vont détester les Rolling Stones. Et d'autres qui vont dire les Rolling Stones sont les meilleurs. Et puis quelqu'un va dire Mick Jagger c'est lui, le bon Dieu sur Terre. Et puis d'un coup t'as un mec qui va dire non, Mick Jagger c'est pas le bon Dieu sur Terre. Le bon Dieu, c'est Jésus. Et d'autres vont dire non mais Jésus, non, c'est pas bon, c'est pas lui le boss sur Terre. Non. Donc il y aura toujours quelqu'un pour te dénigrer quelque part. Il y aura toujours quelqu'un pour te dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, c'est pas bien. Et les Beatles ne font pas l'unanimité sur Terre. Les Rolling Stones ne font pas l'unanimité sur Terre. Michael Jackson ne fait pas l'unanimité sur Terre. Et pourtant, dans la musique, ouais, ou dans sa manière d'être, d'être humain, tu vois. Le bon Dieu ne fait pas l'unanimité sur Terre. Est-ce que toi, tu crois qu'avec ta petite musique et tes petits concerts dans un cave-cons, là, je ne sais où, dans Paris, tu vas faire l'unanimité sur Terre? Mec, tu feras jamais l'unanimité. Donc à partir de là, il va falloir que tu détends. Fais ce que tu as envie de faire, sois toi-même. Tu auras toujours des gens pour dire le contraire. Et là, tu t'assois, tu te dis ok, en fait, c'est ça la vérité est là. C'est-à-dire que j'ai le droit d'être qui je veux, et puis ceux à qui ça déplaît, c'est pas grave, en fait. Voilà, tant pis, tu vois. Donc tu t'armes, et tu commences à comprendre en fait que si tu veux commencer à faire un métier artistique, il faut que ton bagage il soit. Enfin, il faut que tu t'armes par rapport aux critiques. Ouais. Voilà. Parce que tu auras toujours des gens qui critiqueront. Il y aura des gens qui vont adorer ce que tu fais, voilà, c'est super, et tu vas le prendre bien. Et puis il y a ceux qui vont dire vraiment de la merde sur toi. Donc il faut que tu t'armes. Et à partir de là, donc, tu relativises sur plein de choses et tu te dis, bah écoute, ouais, j'ai le droit d'être qui je veux, et puis tant pis si ça gêne les autres. Voilà. Donc, mais c'est mon école de musique qui m'a permis de voir ce truc-là. En me disant, ouais, en fait, vas-y, sois toi-même, t'as le droit d'être toi-même. Ne t'excuse pas d'être toi-même. D'accord. Ne t'excuse pas d'être toi-même. T'as le droit d'être toi-même et t'as le droit de te montrer comme t'as envie. Voilà. Si les gens ça les dérange, bah, qu'ils aillent ailleurs en fait, qu'ils aillent voir autre chose. Ouais. Tu sais, je veux dire, ce qu'on propose aux gens dans la musique, c'est tellement divers et varié et c'est tellement massif que tu as le droit d'aller, te servir et écouter de la musique qui te plaît. Si toi ça te dérange d'écouter ce que je fais, écoute autre chose. Tu vois, moi ça me pose pas de problème. Tu vois, si t'as envie de venir à un de mes concerts, viens. Si t'as pas envie, bah viens pas.
Tu vois. Et à partir de là, tu relativises, tu te dis, ok, j'ai le droit d'être un artiste et de faire mon truc à moi. Mais ça, c'est un cheminement long, c'est compliqué. Hein. Moi, ça m'a pris des années pour me dire, t'as le droit d'être qui tu es. Voilà. Arrête de t'excuser d'être toi-même. Et te le cache pas. Ouais. Ça m'a pris des années. Et quand est-ce que tu t'autorises vraiment à plus te cacher derrière des instruments de musique et que tu prends ta voix, moi je dirais que tu la prends maintenant comme un instrument. Ouais, l'école c'est mon école de musique. C'est là où on était peut-être une 60aine d'élèves, je te dis, et puis on était tellement différents les uns des autres que tu vois, tu regardes les autres, tu te dis, ok, putain, ça c'est super beau ça. Ça me plaît peut-être un peu moins. Mais tu vois, en fait, le mec ou la nana qui est en face de moi, elle monte sur scène. Cette personne monte sur scène et en fait, elle est là. Et elle livre son truc, quoi, tu vois. Je dis, putain, comment ils font comment ils font? Je dis, moi, je pense à trop de trucs, en fait. Je suis là, je suis gêné du regard des autres et tout. Alors qu'eux, ils n'ont rien à foutre. Et c'est ce qui m'a extrêmement aidé, en fait. Et puis, d'un coup, tu te dis, vas-y, montre qui tu es. Et puis, tu sais, tu le fais un peu en te cachant un peu encore. Tu te dis, oh, je vais montrer un truc, mais j'ai un peu peur. Et puis, tu vois, t'as des retours de gens qui sont là, tes professeurs, tes amis, des gens avec qui t'es à l'école, qui disent, putain, c'est super ça, vas-y, machin. Tu sais, des gens qui t'encouragent. Ils ont rien à gagner à t'encourager. Ils te disent juste ce qu'ils ressentent. Et voilà. Ils disent, mais en fait, ouais, j'ai peut-être raison d'y aller, en fait. Il y a peut-être de la place pour moi. C'est comme ça que ça se fait. Et puis après, tu passes des auditions pour un spectacle et tu te retrouves face à Pascal Obispo, Lionel Florence, Kamel Wally, Patrice Guirao, Dov Atia, Albert Cohen. Et les mecs te choisissent pour jouer dans un spectacle. Du jour au lendemain, tu te retrouves aux Zénith, dans tous les Zéniths de France, au Palais des Sports, à jouer tous les soirs devant 3000 personnes. Ouais. Et tu chantes avec Daniel Lévy, tu vois, mon frère, dans les 10 commandements, et t'as 3000 personnes qui te regardent et tu dis, ok, j'y suis quoi. Ouais. Merde, j'y suis. Et tu peux pas te cacher. Hein. Ah, tu peux plus te cacher. Tu bugs, hein. Je cache pas que tu bugs un peu au début. Mais après, tu te dis, ok, j'ai le droit d'y aller. Donc, en fait, on me fait confiance, ça veut dire que c'est pour moi. J'y vais, allez, je fonce. Et puis voilà, et puis après, les années passent et voilà. Je te dis pas que j'ai pas par moments des petits séquelles. Des petits ouhou, qu'est-ce que je fais ici, tu vois. J'ai des moments comme ça où je me pose des questions, mais c'est sain. Je trouve, tu vois. Le moment où je me poserai plus de questions, je me dirais c'est normal, ma vie c'est normal de faire ça. Là, il faudra que je me pose des questions. Donc tous les jours, tous les soirs, quand je monte sur scène, je suis toujours tendu parce que t'es sur le fil, parce que j'ai envie de dire c'est presque pas normal de faire ce métier-là. Tu vois, c'est une chance incroyable que j'ai de faire ça. C'est ce que j'allais dire, le fait d'avoir cette longévité, d'en vivre. Je prends pas ça à la légère. Je prends pas ça à la légère parce que je sais que, tu vois, quand on est sur scène, il faut délivrer un truc. Il faut que les gens le reçoivent comme ils sont censés le recevoir. Si tu montes sur scène et que tu penses que c'est normal de monter sur scène, tu vois, comme si j'allais bosser quand j'étais plus jeune, tu vois, je peux pas envisager d'aller travailler en me disant, bah, déjà j'utilise le mot travailler. Ouais. Pour moi, c'est pas un travail. C'est une passion qui est devenue mon métier. On me paye pour vivre de ma passion. Ouais. Tu vois, pour vivre ma passion, je suis payé. Tu vois. Et d'accord. Mais c'est particulier comment t'expliquer. C'est-à-dire que c'est pas faire ce job-là d'être sur scène. Moi, j'essaie de le vivre comme si c'était un hobby, un passe-temps, machin. Mais tu peux pas le vivre comme ça non plus. Il faut qu'à un moment donné, tu comprennes que c'est un travail. Et que donc, si c'est un travail, il faut le prendre sérieusement. Ouais. Et en fait, ce métier-là, c'est un métier qu'il faut prendre sérieusement sans se prendre au sérieux. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est-à-dire que j'ai pas inventé le vaccin contre le sida ou contre le cancer. Je monte sur scène. Donc, pour beaucoup de personnes, ça va paraître ridicule. Genre, le mec monte sur scène, il est payé pour chanter. Tu vois ? Ok. Tu vois, je suis pas médecin, je suis pas chercheur, tu vois, machin. Je suis payé pour faire ça. Gracieusement en plus. Ouais. Parfois. Et mais tu vois, c'est un job qui est important pour moi. Parce que je pourrais le faire sans être payé. Je pourrais le faire parce que c'est important pour moi. Je le fais pas parce que c'est mon gagne-pain, je le fais parce que c'est important pour moi. Si je voulais gagner ma vie autrement, je le ferais. Tu vois. Mais je gagne ma vie en faisant ça parce que c'est important pour moi de faire ce job-là. Et je suis payé pour faire ça. J'ai de la chance, je suis reconnaissant à mort parce que je sais que j'ai de la chance d'être payé pour faire ça. Mais
c'est un truc qu'il faut que les gens comprennent, c'est que c'est un travail aussi. Et qu'il faut le prendre sérieusement sans se prendre au sérieux. Mais quand on me pose, tu vois, je travaille aussi pas mal dans des écoles de musique, où je me retrouve avec des jeunes qui commencent à faire ce métier-là et qui ont plein de questions, tu vois, sur ça. Genre, comment est-ce que tu as fait pour faire ça? Comment tu y es arrivé? Les machins et là. Et j'ai envie de leur dire à chaque fois, prenez ce métier-là sérieusement, sans vous prendre au sérieux. Il y a toujours des gens pour vous dire que vous n'avez pas sauvé des vies, parce que vous n'avez pas trouvé le vaccin contre le cancer ou le sida. Sauf que dites-leur un truc. C'est peut-être que vous n'avez pas sauvé des vies, mais vous en avez sauvé au moins une. C'est la vôtre. Ouais. Et c'est la vôtre. Et parce que vous faites ce métier-là. Et vous avez la chance de le faire. Donc vous sauvez votre propre vie en faisant ce job-là parce que vous avez décidé de le faire et que c'est important pour vous de le faire. Voilà. À partir de là, vous êtes droit, carré dans vos baskets. Enfin, comme vous voulez, droit dans vos bottes, carré dans vos bottes, ce que vous voulez. Mais voilà. Et puis après, tu auras toujours des gens qui viendront te dire moi, cette chanson-là, elle a sauvé ma vie. Et c'est là que tu te remets dans le contexte et tu te dis, en fait, ouais. C'est-à-dire que, tu vois, moi j'ai écrit des chansons, j'ai sorti des chansons, voilà, c'est une chose, mais là, je vais pas parler d'une de mes chansons à moi, mais je peux dire, moi, il y a des chansons que j'écoute encore aujourd'hui et qui ont sauvé ma vie. Genre d'artistes que j'admire, tu vois. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie de dire, on sauve pas les vies des gens sur le papier parce qu'on n'est pas on n'a pas trouvé des vaccins, mais en chantant des chansons, des fois, on sauve des gens. On commence déjà par sauver sa propre vie, mais on peut sauver les autres aussi avec ça. Et la musique, c'est tellement un truc qui transcende, tu sais, les esprits et l'humanité, qui transcende l'espace, tout. Donc, tu peux... Moi, c'est ce qui me fascine dans la musique, et c'est pour ça que tu vois, c'est mon métier, j'ai la chance d'être payé pour faire ça. Mais même si c'était gratos, je le ferais. Tu vois. Même si on ne me payait pas, je le ferais. Parce que la musique, c'est important pour moi et que ça me sauve la vie quelque part. Voilà. Et ça, c'est des trucs tu vois, c'est difficile à expliquer. Parce que les gens pour qui c'est complètement hermétique, la musique, comme ça, ils consomment la musique comme ils achèteraient, tu vois, un hamburger ou je ne sais quoi. Moi, je ne consomme pas la musique comme ça. Je consomme la musique de manière très cérébrale et très... comment dire, c'est transcendantal pour moi, la musique. Donc, tu vois, les artistes avec qui j'ai travaillé, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes qui étaient très comme ça aussi, tu vois. Ils écoutent la musique de manière religieuse. Et moi, c'est comme ça, j'écoute la musique de manière religieuse. Et j'adore quand les gens que je rencontre ont aussi cette optique-là tu vois, de découvrir la musique comme ça. C'est ce que j'ai envie de transmettre aux autres, quoi, tu vois. Mais est-ce que l'espèce de fenêtre ouverte que tu avais, les rêves que tu faisais éveiller là, est-ce que c'est ça que ça se traduit comme ça aujourd'hui? Est-ce que c'est cette fenêtre-là qui était ouverte quand tu étais ado ou tu avais tes moments de rêve? Est-ce que c'est à ça que tu aspirais ou pas du tout? En fait, faire de la musique pour moi, c'était un rêve totalement inaccessible. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'était beaucoup trop gros pour moi. C'était genre, fais de la musique, tu vois, prends le plaisir que tu as à faire de la musique, machin, il y a un à écouter, tout ça, et puis c'est super, mais devenir chanteur, musicien, et que ça soit ton métier, c'est inaccessible. Tu ne pourras pas. C'est trop pour toi, tu vois. Et ça, tu te le dis, ça, c'est ça? Je me le dis. Je suis petit et je me le dis, c'est trop pour moi. D'accord. C'est-à-dire que je m'autorise même pas à arriver à ce truc-là. Et puis, tu grandis, et puis tu rencontres des potes, tu vois, que ce soit Lucien, Thierry, mes potes, tu vois, de mon groupe de jeunesse, quoi, tu vois, et puis que tu connais bien. Et puis d'un coup, tu vois, tu te dis, en fait, on peut faire de la musique, et peut-être que ça peut toucher les gens, tu vois. D'accord. Et puis après, à notre échelle, tu vois, d'un coup, on se rend compte qu'on peut sortir de la musique. On se retrouve à signer sur un album, à signer un titre avec les mecs des Nègres Marrons. Ouais. On sort. C'est improbable. On travaille avec des mecs qui sont chez Universal. On va chez Universal, on va chez Sony Music, tu sais, les labels, quoi, les grosses maisons de disques. Je me dis, mais en fait, c'est pas si inaccessible que ça, tu vois. Ok, j'ai peut-être raison d'en faire. Bon, allez, vas-y, laisse tomber. Arrête de réfléchir. Profites-en, c'est super, c'est bien et tout, et puis tu te rends compte, tu gravites dans un milieu où ces gens-là, en fait,
avec qui tu es, bah, on est dans cette petite sphère-là. Ouais. On fréquente les mêmes mecs, tu vois, bah, que ça soit vous avec votre groupe de l'époque. Ouais. On se retrouve avec les Singila, mais si je te dis des noms comme ça va attraper, tu vois, les alias LJ. Oui, oh là tous là. ces mecs-là. Oui, oui. On se retrouve avec Cut TB, les mecs de Cut Killer, les DJ Abdel à droite et à gauche, tous ces mecs, tu vois. Et puis en fait, progressivement, tu te rends compte que tu mets un petit pied dedans, tu vois. Et voilà. Et après, bon, il se passe ce qui se passe, tu vois, ça marche pas spécialement. Ouais. Mais tu te dis, mais j'ai quand même réussi à mettre un pied dedans. Et en fait, ouais, c'est peut-être possible, tu vois. Bon, écoute, vas-y, continue, fais ta vie, et puis voilà. Et puis les choses, d'un coup, bougent un peu. Et puis moi, je décide de rentrer dans une école de musique et me concentrer sur ce truc-là. Donc tu vois, c'était des rêves qui étaient inaccessibles et qui d'un coup, bah, au fil du temps, tu te dis, c'est peut-être possible en fait. Et après, moi, c'est ce que j'ai vécu. Hein. Voilà, aujourd'hui, la musique d'aujourd'hui, il y a moins de frontières comme ça. Enfin, il y a moins comment dire, il y a moins de frontières qui t'empêchent d'avancer par rapport à notre époque. Quand j'ai commencé, il y avait des trucs qui étaient infranchissables. Pour entrer en maison de disque, c'était une tannée. Il fallait envoyer une cassette à des gens, t'étais sûr qu'ils n'allaient jamais l'écouter, et il fallait que tu connaisses quelqu'un qui connaissait une personne qui travaillait dans un label, dans une maison de disque, pour être sûr que cette personne-là elle écoutait ta musique, et qu'on te présente un tel qui puisse bosser, tu vois. Aujourd'hui, c'est Internet, quoi. Tu peux faire ça de chez toi, de ta chambre. De ta chambre d'ado, tu peux le faire. Moi, à mon époque, c'était... Si tu connais personne, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc, c'est un autre délire, voilà. Mais je sais même plus pourquoi je parle. Moi, je fais des digressions, mon frère. Bah, on parlait du rêve. Donc, ça fait partie du truc, tu vois. De rêver éveillé. Ça t'arrive toujours encore de rêver jusqu'à aujourd'hui? Bien sûr. Ah ouais, moi, je rêve beaucoup. Ça, c'est jamais parti. C'est jamais parti. J'ai toujours... Voilà. Mais j'ai presque l'impression de vivre un rêve éveillé par moment. Ah, ok. Comme si Moi, ça m'arrive souvent de sortir de mon corps et de me voir, et de me regarder. De me dire, mec, profite de ça. Parce que tu vois, t'es en train de vivre un truc que tu n'imaginais pas pouvoir vivre. Tu vois, quand tu te retrouves à monter sur scène, à chanter avec Céline Dion et tout, tu te dis, qu'est-ce que je fous là, quoi. Donc, il y a carrément c'est presque comme si mon âme sortait de mon corps et me regardait, tu vois. Et je me regarde en train de chanter avec Céline Dion. Genre, rappelle-toi quand t'avais 14 piges, que t'étais dans ta chambre, et que tu commençais à jouer de la guitare, et que si je viens vers toi, là, je te retrouve quand t'as 14 ans dans ta chambre, et que je te dis, quand t'auras tel âge, tu seras en train de chanter avec Céline Dion. Ok. Donc écoute-moi bien. Ta guitare, là, continue. Et crois en toi, parce que ça va se faire. Juste te dis, crois en toi. N'écoute pas ceux qui vont te démolir et qui vont chercher à te casser. Dis-toi que ça va se passer. Et tu seras fier de toi. Tu vois, donc je suis conscient de tout ça. Donc souvent, je sors un peu de mon corps comme ça et je me regarde et je me dis, mon gars, profite. Regarde, t'arrives à faire ça, tu fais ça. Il s'est passé ça, il s'est passé ça. Moi, j'ai la vie que j'ai choisi de vivre. Tu vois. J'ai pas eu une vie qu'on m'a imposée comme on a imposé la vie à mes parents, par exemple. Où on leur a dit, vous allez faire ce métier-là, vous n'avez pas le choix. Parce que si vous voulez faire vivre votre famille, ça va être ça. Moi, j'ai la chance de faire un job que j'ai choisi. Personne ne me l'a imposé, j'ai décidé d'être ce que je suis, et je me suis façonné comme ça. Donc pour moi, déjà, c'est que je suis arrivé à ce que j'avais envie d'être. Donc aujourd'hui, je suis reconnaissant de la vie que j'ai, mais c'est une vie que j'ai choisie avec les sacrifices qu'il a fallu faire. Mais tu vois, je suis heureux et je suis fier de moi. Mais il m'a fallu longtemps pour me dire, sois fier de toi. Sois fier de ce que tu as pu accomplir déjà. Et tu vois, les rêves que tu as pu avoir, dis-toi que ils sont là. Donc, mais même quand tu fais des... voilà, quand tu parles de Céline Dion, quand tu parles de Daniel Lévy, quand tu fais... moi, je t'ai vu au Zénith ou dans plein d'autres endroits, mais même à ce moment-là, t'as ces doutes-là? J'ai toujours eu des doutes, moi. Tu sais, toujours eu le syndrome du mec, comment dire, de l'imposteur. J'ai toujours eu ce syndrome-là. J'entends souvent ça. J'ai toujours eu ce syndrome-là du mec, t'es un imposteur, t'as rien à faire là en fait. Et c'est pendant des années, ça m'a joué des tours parce que j'étais là, je me positionnais presque comme une victime, genre excusez-moi d'être là, machin. Mais non, en fait,
t'es pas l'imposteur. T'as volé la place de personne. Moi, j'ai volé la place de personne. Hein. Bah, c'est ça, surtout. C'est-à-dire que j'ai créé ma propre place et j'ai volé ma place à personne. Il n'y a pas une personne qui peut dire ouais, ce mec-là, il est passé devant, il m'a volé machin. Non. J'ai volé la vedette à personne. Des gens sont passés devant moi, j'étais super heureux pour eux. Tu vois, et puis en 20 ans, j'ai vu des gens monter et descendre en flammes. Il y a aussi ça. Et puis moi aussi, je l'ai vécu. Ouais, qu'est-ce que ça t'a fait, toi, déjà, de voir des gens monter vraiment en flammes et descendre au plus bas? Moi, je suis pas quelqu'un qui me réjouit du malheur des autres. Donc, qui plus est quand c'est mes amis, en fait. En plus, ouais. Donc, si c'est mes amis et que je les vois souffrir, ça m'emmerde fort. Mais j'ai vu des gens monter comme ça et descendre en flammes. Mais des artistes très connus et d'autres un petit peu moins. Et puis moi aussi, j'ai vécu des trucs. J'ai vécu des ups monstrueux et des downs très difficiles. Parce que t'es sur des projets qui marchent super bien, et après qui marchent plus du tout. Et qu'après tu crois en des trucs, t'essaies de parier là-dessus, et tu t'investis dedans, t'investis ton temps, ton argent. Et puis ça marche pas du tout, et puis d'un coup il se passe un autre truc. Enfin, c'est la musique, c'est ça, c'est ce métier-là en fait. Hein. Comédien, musicien, chanteur, il y a des ups, il y a des downs. Mais le mental. Il y a des ups ultra forts. Ouais, le mental. Quand t'es, justement, le mental, justement, quand t'as des gros ups, t'en as eu. Moi j'ai eu des ups monstrueux. Et j'ai eu des downs très très durs. Très très durs. Et mentalement, comment tu vis, si tu te souviens, comment tu vis l'un et comment tu vis l'autre? Le up, voilà. Ah, le up, je le prends comme un cadeau. C'est un cadeau du ciel. Tu vois, genre, ok, voilà, profite. Parce que tu sais que ça peut pas durer longtemps. Donc à chaque fois, j'étais toujours dans un... Quand ça marche bien, vas-y, profite. Profite-en, vas-y. Sois heureux, profites-en, profite de chaque moment. Donc j'ai jamais été quelqu'un de... Tu sais, qui est là, ouais, machin, super, voilà. Non, quand ça se passe bien, mec, je suis heureux. Et je sais que j'ai de la chance, donc je profite de chaque instant. Je suis jamais dans un truc, ça va de soi. Oh, normal, machin. Puis voilà. Et puis il y a aussi les moments difficiles où t'es dans le dark de fou. Ouais. Et quand c'est comme ça, ça peut être très compliqué. Mais tu vois, je crois que c'est un état d'esprit, mais on n'est pas à l'abri de se retrouver dans une forte dépression. C'est ça que j'allais dire. Est-ce que vraiment compliqué. Est-ce que des gens du milieu ou ta famille t'ont parlé de ça, de dire ouais, tu te rends pas compte, mais j'ai l'impression que t'es en dépression ou que tu fais attention, tout ça. Je l'ai été fort. Ouais, je l'ai été fort. Je l'ai été, mais je l'ai été pas. Hein. Je l'ai été à. J'ai eu un grand moment de dépression dans ma vie. Un très très grand moment de dépression. Et tu penses que c'est un passage obligatoire, ça? Je sais pas si c'est un passage obligatoire. Par rapport à ce que tu exerces depuis tant d'années. Je sais pas si c'est un passage obligatoire, mais tu vois, nous on fait un job qui fait appel à... Je suis pas un mec qui construit des trucs, tu vois, genre, ou qui utilise son cerveau par rapport à son job, tu vois, genre, donc il faut avoir une matière grise de fou pour construire tel objet, machin, ou designer un truc, tu vois. Nous, on fait appel à des émotions. C'est du sentiment. C'est-à-dire que je fais un métier d'émotif. Ouais. Je fais un métier d'émotif. C'est-à-dire que si t'es pas émotif, tu peux pas exercer le métier que j'exerce. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'être relié à tes émotions. Et émotif, ça peut être une insulte pour les gens. Tu vois, moi, quand j'étais petit, on me disait t'es trop émotif. Ah, ça peut rimer avec faible, c'est ça? Ouais, t'es trop faible. D'accord. T'es trop émotif. Tu arrêtes d'être émotif comme tu l'es. Voilà. T'es trop sensible, t'es trop machin. Mais en fait, c'est ma sensibilité et mon émotivité qui m'ont permis de faire ce métier-là. C'est ce que j'allais te dire. Si je l'avais pas été, je l'aurais pas pu. Si je n'avais pas été comme je suis, j'aurais jamais fait ce job-là. Parce que ce job-là, il fait appel à tes émotions et tes sentiments. Ta sensibilité, elle est nécessaire. Si tu décides pas de l'exposer au grand jour, tu peux pas faire ce job-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc t'es obligé d'être... T'es obligé d'être connecté à ça. Voilà. Donc, tout ce que tu ressens, c'est multiplié par 1000. C'est-à-dire, quand t'es heureux de ouf. Quand t'es triste, malheureux, c'est très compliqué. Voilà. Et le problème, c'est que moi, j'ai toujours été très sensible à tout ça.
Et malheureusement, ça m'a joué des tours quand j'étais plus jeune. Tu peux pas te mentir, en vrai. Tu peux pas te mentir en vrai. Moi, j'ai du mal à faire semblant d'être heureux, ou faire semblant, j'ai du mal à faire semblant d'être heureux. Tu vois? Du coup, quand je suis triste, je peux passer par des moments un peu difficiles, mais après, moi, je suis un peu comme mon père, c'est-à-dire que de son vivant, c'était quelqu'un qui cachait un peu son truc quand il était triste, il le montrait pas. D'accord. Il préférait faire bonne figure, tu vois. Et le problème, c'est que j'ai eu un moment dans ma vie, en faisant ce métier-là, où ça a été très compliqué, c'est quand j'ai perdu ma mère. Quand j'ai perdu ma mère, les années qui ont suivi, j'ai été dans une vraie grosse dépression. Ok. Parce que je sais que je l'ai un peu étudié le truc, hein. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur moi. Ouais. C'est-à-dire que j'ai perdu ma mère, et puis après j'ai eu mon deuxième enfant derrière. Et en fait, ça a été un moment très compliqué. Je voyais vraiment, pour te la faire simple, hein, j'ai perdu ma mère, j'ai eu mon deuxième enfant derrière, et puis après je me suis séparé de la mère de mes enfants. Ok. Voilà. Et ça a été un moment très, 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 très compliqué. Artistiquement parlant, professionnellement parlant, c'était un moment. Tout était. Tout était imbriqué l'un dans l'autre, et c'était difficile. Et je sais que je suis passé par une vraie période de dépression. Dur, très dur. Avec vraiment pas de bonnes idées en tête, tu vois. Et puis le truc qui m'a vraiment sauvé, c'est le fait de réaliser qu'en fait j'étais peut-être devenu un orphelin, c'est-à-dire de parents, mais que j'aimais mes enfants, et qu'il fallait que je fasse les choses pour eux, et qu'il fallait que je sois réveillé par rapport à ça. Et donc je me suis mis un coup de pied au cul, et je me suis repris, et je suis sorti de ma dépression et tout, mais ça a été difficile. Parce que quand tu vis plein de choses super professionnellement, et que d'un coup tu vois plus les choses comme tu devrais les voir, c'est-à-dire avec un truc joyeux, en disant putain, j'ai la chance de faire ça, il se passe ça, machin, et que d'un coup tu vois vraiment le mal partout. Toi-même tu te juges comme tu te trouves presque inutile, quoi. Tu vois, tu dis qu'est-ce que je fous ici en fait, qu'est-ce que je fous là-dedans en fait, j'ai pas ma place ici, j'ai pas ma place sur cette terre presque, quoi, tu vois. Et quand tu réalises ça, tu passes par un truc très dépressif, très difficile. Mais voilà, merci mon Dieu, tu vois, j'avais des gens qui étaient autour de moi, qui m'ont entouré, qui m'ont vraiment aidé. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a eu aussi des gens auxquels tu t'attends pas, tu vois. Tu te dis, je vais pas avoir d'aide de ces gens-là, et qui vont le sentir, et qui vont venir vers toi, et qui vont te réveiller, tu vois. Genre, réveille-toi, mec, tu vois, réveille-toi. Et puis d'un coup, ça te sauve clairement la vie. Donc, la dépression, ça peut faire partie aussi de notre job. Mais si je vais te dire, la dépression, c'est une affaire d'hypersensible et d'hyper-émotif. Et ça, tu peux pas trop lutter contre. Ça fait partie du job. Il faut que tu l'acceptes, en fait. Mais c'est vrai que quand tu fais ce métier-là, t'es attentif à tout ça, tu vois. Tu sais, pour faire de la musique, pour monter sur scène, tu sais, moi, je suis monté sur scène des fois avec juste, tu vois, tu penses qu'à des choses douloureuses, tu vois. T'as perdu quelqu'un, tu vois, quelqu'un de ta famille, t'as perdu quelqu'un, il s'est arrivé un truc, il y avait un truc grave à quelqu'un de très proche, ou toi, il t'est arrivé un truc très très grave, et tu sais que ce soir, tu dois être sur scène. Tu dois monter sur scène, chanter, faire genre, ouais, tu vois, c'est cool, tout va bien. Comment tu gères ça? Bah, mon pote, il faut que tu ailles chercher dans tes retranchements, c'est compliqué. Il faut que tu ailles chercher dans des trucs où, tu sais, on te dit, mon gars, il y a 3000 personnes dans la salle, là, vas-y. Oh là là. Tu dis, ouais, mais attends. Et donc, il faut que tu fasses le vide dans ton esprit en te disant, vas-y, monte sur scène, va. Et alors, tu te rends compte que, tu vois, tu vas chanter, ou tu vas jouer la comédie, tu vas faire ton truc pendant 2 heures face aux gens, et les gens vont voir que dalle, que du feu. Parce que toi, tu vas faire le truc comme si tout allait très très bien dans ta vie. Et puis après, tu sors de spectacle, tu sors de concert, puis tu signes des autographes, tu fais des photos avec les gens, ouais, ça va, tout va bien. Et puis, tu sais, aujourd'hui, les gens filment, les gens... Oui, en plus, c'est pire maintenant. Photo, donc tu peux pas faire... T'es obligé de faire bonne figure. Et puis, c'est terminé, et puis tu prends ta voiture, tu récupères ta voiture dans ton parking, tu rentres chez toi, et tu te rends compte que t'es en train de chialer dans ta voiture. Et la tour descend.
Et comme le concert est terminé, ou le spectacle est fini, ou machin, il va se passer 4-5 heures devant toi avant que tu redescendes. Et donc, tu es chez toi jusqu'à 4 ou 5 heures du matin. Comme ça. Comme ça. Non, En c'est train de chaud. te dire Mentalement, quand comment je vais même. faire demain. Wow. Comment est-ce que je vais faire demain pour leur faire ça pendant 2 heures. Pour leur faire quoi pendant 2 heures tout va bien. En plus, si t'enchaînes une tournée dans cet Ouais, puis état-là. t'enchaînes. Et puis après, quand t'enchaînes ça dans cet état, quand t'enchaînes dans cet état-là une tournée, des fois ça peut être hardcore, ça peut être vraiment difficile. Mais j'ai pas envie de me plaindre parce que c'est indécent de me plaindre. Tu vois, moi je fais un métier de spectacle, je monte sur scène, je chante, tu vois. Merde, tu vois. Là, Non, mais il faut quand même le dire, c'est quand même un briquet dans ta vie, bien donc c'est sûr, c'est quand important, même tu un vois. briquet dans ta vie, Mm. mais c'est sûr. Mais après, la souffrance, voilà, je vais pas te dire que j'étais chez moi en position latérale de sécurité tous les jours, Ouais. tu vois. Ouais. Mais il y a des moments, tu vois, tu remets les choses dans leur contexte, tu dis, ouais, bah, attends, remets-toi dans le contexte, mon pote. Rappelle-toi ton père quand il rentrait à la maison, qu'il avait les mains en sang et qu'il fermait sa gueule, qu'il disait rien. Mon père travaillait dans le bâtiment, il avait des problèmes avec ses mains, il avait des crevasses monstrueuses dans les mains, des trucs en sang. Mm. Mon père, il savait ce que c'était de travailler, il a bossé. Tu vois. Moi, c'est mon travail, ça. Tu vois, tu vois, c'est que mon esprit qui est sollicité, en fait. Mon corps aussi, évidemment, parce que je travaille. Je suis sur scène, il faut livrer un truc, c'est avec le corps, c'est avec la voix, c'est avec l'image, c'est avec tout ça. Mais mon père, lui, c'était physiquement, il se cassait le dos à faire son truc. Mm. Tu vois, nos parents, ils ont bossé dans des trucs où c'était pas J'avoue, easy, c'était pas j'avoue, simple. ouais. Tu vois. Et c'était des métiers manuels, physiques, qui demandent un engagement physique et psychologique fort, tu vois. Et puis, mon père est rentré, il avait les mains en sang. Il disait rien, il se plaignait pas. Donc, est-ce que moi, j'ai envie de me plaindre parce que, tu vois, je rentre chez moi, j'ai pas les mains en sang. J'ai le cerveau en vrac. C'est ce que j'allais te dire. Mais j'ai pas les mains en sang, tu vois. Mm. Donc, des fois, ça me permettait de me dire, ressaisis-toi, mon gars. Ressaisis-toi. Tu vois. Ton père, il travaillait 10 heures par jour. Mm. Là, toi, t'es monté sur scène pendant 2 heures. T'as livré un truc pendant 2 heures. Et tu rentres chez toi. Ce soir. Et puis tu rentres à l'hôtel ou chez toi, tu vois. Donc c'est réglé. Donc remets les choses dans leur contexte. Rappelle-toi que t'as la chance de faire ce job-là et qu'il y a des gens qui feraient n'importe quoi pour être à ta place. Ah, ça. Donc rappelle-toi de ça. Mm. Donc profite de cette situation-là et dis-toi, j'ai la chance de le faire. Ok. Et puis j'ai un public en face de moi. Tu vois, mon père, quand il allait travailler, il faisait son job, voilà. Il n'avait pas 3000 personnes dans son usine qui faisaient « Wow, bravo, monsieur Rim. Ah, c'est vachement bien la moquette que vous venez de faire. » Tu vois. Clairement. Non, mon père, il posait des moquettes, il était carreleur, il faisait des trucs, tu vois. Mm. Carrelage, il montait des trucs. Tu vois. Donc, il n'avait pas 3000 personnes en face de lui qui le regardaient, qui sortaient leur téléphone, qui filmaient, et qui prenaient des photos, tu vois. Non, moi, j'ai ça. Donc, je suis obligé de faire attention. Voilà. Mais ça, c'est le problème que tous les artistes ont envie, en fait. Mais souvent, tu vois, c'est drôle parce que ce que je te raconte là, c'est des trucs que j'ai jamais raconté à des gens. C'est pour ça que c'est intéressant. J'ai jamais raconté ça à quelqu'un, en fait. Parce qu'en fait, le fait même de le raconter et de t'entendre le raconter, ça devient intéressant. Tu vas cogiter dessus peut-être plus tard ou je sais pas Non, quoi. mais Mais c'est vraiment un truc dont j'ai jamais parlé vraiment comme ça. Et puis c'est tellement abstrait comme truc pour les gens, tu vois. Les gens qui viennent te voir, c'est abstrait pour eux. Mais De quoi tu te plains? c'est un peu le rapport à l'art, tu vois. Quand tu C'est. te plains, Ben mec, oui, tu c'est montes sur ça, scène c'est tous ça. les soirs. Moi aussi, vas-y, je prends ta place, moi, tu vois. Il n'y a aucun problème. Plaignez-moi après, tu vois. Moi, je suis pas en train de dire que je me plains. Je me plains pas du tout, hein, que les choses soient claires. Je me plains pas une seule seconde. C'est juste que le métier que je fais, moi, étant un mec ultra émotif, ultra sensible sur plein de choses, des fois c'est pas évident, mais je suis pas le seul. Les gens qui font ce métier-là, que je côtoie, ils sont aussi comme moi. Mhm. Donc tu vois, tu te dis, on est solidaires, quoi. C'est ça qui est beau aussi, c'est-à-dire quand tu fais ce job-là et que les gens savent comment tu es, tu sais qu'ils sont aussi comme ça. Donc t'as toujours du soutien, tu montes sur scène, t'as toujours quelqu'un qui va venir te dire ok, j'ai vu, je sais ce que tu passes, ok, je suis là, je suis avec toi. Et c'est ça qui est beau aussi dans ce métier-là, moi, c'est ce que j'aime. Je te dis, hein, des fois tu te retrouves avec des gens qui vont te surprendre, tu pensais pas avoir du soutien de ces personnes-là. Moi j'ai eu beaucoup de soutien de gens qui étaient des amis très proches et d'autres qui étaient des connaissances, quoi. Et en fait, je pensais pas qu'en fait ils arrivaient à voir ce truc-là. Et ils ont été là pour moi, ils m'ont aidé, ils m'ont soutenu. Et ça, c'est bon. Quoi. Après, pour la blague, parce que c'est un truc que tu nous as raconté, mais qui était tellement
ton image. Faut que tu ressentes ça pour finir. C'est une anecdote. Tu vas me dire après, dans le vrai contexte, c'était, je crois que tu payais ton école. Ouais. Et tu bossais, je sais plus, ça. Attends, c'est quoi? Tu bossais où? Chez Disney. Voilà, chez Disney. Ouais, attends, je travaillais chez Disney. Voilà. Je travaillais au parc Astérix. Ça, il faut que les gens l'entendent comment, parce que quand tu parles de cravacher ou de charbonner, voilà. Alors, attends. Raconte-nous cette Est-ce que tu savais que je prends des glaçons? Mais bien sûr. Voilà. Je vais me resservir un verre en même temps. Mais cette Je anecdote, prends des glaçons et je me resserre un verre. ce que vous allez entendre, Voilà. c'est très intéressant, mais ça reflète l'image du gars qu'il est aujourd'hui, mais voilà, ce qu'il était en train de devenir. Alors, ce que je faisais, c'est très simple. Hein. Alors, attends, d'abord, j'ouvre ma petite À canette. chaque fois, je l'entends, je rigole, mais ça, c'est, je pense pas que beaucoup de gens sont au courant de cette histoire, je sais Je pas. travaillais. Mais bon. Bah, écoute, j'étais à la fac. Donc, la fac. La fac. Ouais. Et 2, mon école de musique. Voilà. Donc, nécessité de mentir à ma mère parce que ma mère comprenait pas pourquoi j'allais à la fac avec ma guitare. Donc, je raconte des cracks à ma mère en lui disant elle me fait, mais elle me dit, tu pars tous les jours à la fac avec ta guitare, c'est quoi le délire? Je lui dis, bah, tu sais, entre midi et 2, on répète avec des copains à la fac, on fait de la musique. Alors, ce que vous entendez là, c'est mon chien qui est en train de boire. Il boit de l'eau. Voilà. Moi, je me suis servi une 100p. Je vais pas te dire plus le nom de la marque, voilà. Voilà. Et c'est mon chien qui boit l'air. Ça va, Sid? Ouais. Il est bien. Il est Hein. en train de boire, il est content. Et donc, je mens à ma mère pour lui faire croire que je suis encore à la fac. Mhm. Sauf que j'ai lâché la fac. Donc, je rentrais en 3e année, je rentrais en licence à la fac de Saint-Denis, Paris 8. D'accord. Et j'ai lâché l'affaire parce que quand j'ai compris que en fait, c'était pas ce que je voulais faire et que je voulais faire de la musique. Donc, j'ai lâché l'affaire. Et il boit de ouf, mon chien, c'est quoi ça? Il a soifé. Enfin, un coma hydraulique. Et t'es toujours inscrit et maman pense que t'es inscrit. ma mère pense que je suis toujours là-bas. pense que t'es toujours là-bas, plutôt. Je suis inscrit toujours, mais j'y vais plus en fait. Mm. Donc, et donc je suis dans mon école de musique, mais le problème c'est que mon école de musique me prend beaucoup de temps et que comme je lâche la fac, je perds ma bourse. Donc il faut que je compense en travaillant encore plus. Voilà. Et donc je me retrouve à trouver un job à Disneyland Paris, je travaille au parc Astérix déjà, et puis je me retrouve à trouver un job de barman dans un bar. Voilà. Barman, serveur, voilà. Je fais la plonge aussi, enfin, je fais un peu tout. Et donc je suis dans mon école de musique et mon planning il ressemble à rien du tout. Voilà. C'est-à-dire que ma journée elle commence à 4h15 le matin et elle finit le lendemain matin à 1h45. Mhm. Voilà. Parce que je pars de chez moi, je me lève à 4h15, je prends le premier train à la gare de Sarcelles-Saint-Brice à 5h05. J'ai 20 minutes de marche pour y arriver. Donc je me lève à 4h15, hop, 5h05 je prends mon train, je vais à Disneyland Paris, je commence à 7h du matin, je finis Disney, il est 10h30, Mhm. genre parce que je travaille dans les hôtels pour les petits-déj. D'accord. Voilà. Et ensuite, quand je termine, je fonce sur Paris parce que je commence mes cours genre à 13h. Ok. Donc, voilà. J'arrive sur Paris, je commence mes cours à 13h, où j'ai ceux du matin que je loupe, mais que j'essaie de rattraper. Et puis je bosse jusqu'à genre 17h30, 18h, je suis en cours. Quand les cours se terminent, je vais travailler dans mon bar, qui est juste à côté de l'école que j'ai trouvé. Ouais. Donc je bosse dans mon bar de 18h jusqu'à minuit. Je finis à minuit, je fonce jusqu'à la gare du Nord. J'attrape le train de minuit 45. J'arrive à Sarcelles, il est genre 1h05, Mhm. voilà, 1h30, non, 1h05 à peu près, donc ensuite je rentre chez moi, j'arrive chez moi, je mange, je me douche, je me couche, il est quasiment 1h45, voire 2h du matin. Sauf que je vais me lever dans 2h15. Et j'ai fait ça pendant 1 an. Enfin, moins d'1 an. J'ai Voilà. fait ça entre septembre 2000 et juillet 2001. Et en juillet 2001, j'ai été casté sur les 10 commandements. Et j'ai commencé à travailler en mois d'août, mi-août 2001. J'ai commencé la répétition des 10 commandements. Et j'ai pu arrêter après. Voilà.
Donc, Ça a été une année sacrifice. T'as eu un sacrifice. voilà. C'était intense, mais voilà. Le Parce que je te disais, ça c'était la semaine du lundi au vendredi. Hein. Ouais. Parce que le samedi, dimanche, j'allais travailler à Disney ou au parc Astérix. Et je passais la journée, en fait. Donc, en fait, Je faisais ça. en résumé, 7-7. Ouais, c'était H24, 7-7. Ouais. Je voyais plus personne, je voyais pas mes potes, je voyais pas ma famille. J'ai une anecdote assez drôle. Enfin, drôle. Je sais pas si elle est drôle. Hein. Je me retrouve un matin, j'arrive chez moi et il est quelle heure il est? Il est 1h45. J'arrive chez moi et je suis tellement content d'être chez moi. Je suis tellement content d'être chez moi. Il faisait un froid incroyable dehors. Donc je sors, doudoune, bonnet, écharpe, on voit à peine mes yeux, les gants, le sac à dos. J'arrive chez moi et j'arrive dans ma chambre et je vois mon lit comme ça et je dis putain, je suis enfin à la maison. Et je regarde mon lit, je m'allonge sur mon lit. Je me dis vas-y, mets-toi 2 secondes sur ton lit, tu vas kiffer, profite. Et je me mets sur mon lit avec mon sac à dos, mes gants, mes chaussures, tout comme ça. Juste je me pose comme ça 2 secondes. Ah, je profite, je me dis putain, je suis chez moi. Et là mec, blackout. Je sais pas ce qui se passe. Et là d'un coup j'entends je fais oh. J'ouvre les yeux, je regarde. Je m'étais couché sur mon lit à 1h45. C'est mon réveil de 4h15 qui sonne. Ok. Donc en fait j'ai dormi tout habillé sur mon lit. Avec mon bonnet, mon écharpe, mes gants, mes chaussures, tout. Et en fait mon corps il s'est éteint. Il a fait hey, stop, basta. Tu vas shut down. Et donc je me lève 4h15 et je suis là. Qu'est-ce que c'est? Je me réveille. C'est complètement, je sais pas où je suis. Je sors de ma chambre. Je suis dans le couloir comme ça là, devant la salle de bain. Et je vois ma mère qui sort de sa chambre et qui me regarde comme ça. Et elle est en pyjama, tu vois. Ouais. Et moi, je suis tout habillé. Et je regarde ma mère me regarde. Elle fait, ça va? Je dis, ouais, ça va. Elle fait, t'es déjà prêt? Et moi, je la regarde, je dis, je me suis dit, mec, si tu dis ce qui s'est passé, ça a honte. Donc, je la regarde comme ça, je dis, ouais, je suis prêt. Elle fait, t'as pris ton petit déj, tout, t'es prêt? Et là, je dis, ouais. Je dis, ouais, je suis prêt. Et elle me regarde, et elle me prend dans ses bras, et elle me serre dans ses bras, et elle me dit, bravo, mon fils, t'es courageux. Elle me dit, je suis fier de toi, vas-y. Ok, passe une bonne journée. Et je me retrouve, il est 4h15. Je me suis, pas douché, j'ai pas pris mon petit déj, j'ai rien fait du quoi. Et du coup, je suis là, et je regarde ma mère, et je me démonte pas, et je me fais, ouais, merci maman. Et je pars. Ouais, t'es Face à la porte. obligé. Je suis dans le couloir, j'ouvre la porte, ma mère me regarde, elle me dit, passe une bonne journée, courage à toi. Tu m'appelles s'il y a besoin d'un truc, quoi que ce soit. Elle me dit, tu rentres à quelle heure ce soir? Je dis, je vais rentrer encore tard, très tard. D'accord, ok, bon. Allez, je t'aime, bisous, vas-y. Et là, je sors de chez moi, il est 4h15. Alors que je sors pas à 4h15 chez moi, je me réveille à 4h15. Il est 4h15, je suis habillé comme je suis rentré hier soir. Et je suis là, et dehors, il fait froid. Et je regarde le truc, et je me dis, allez, vas-y. Et mon cerveau, il s'est mis en mode automatique. On y va. Et je suis parti, et je me suis retrouvé à la gare de Sarcelles-Saint-Brice. Super tôt, là, comme ça, en train d'attendre. Et j'attendais mon train, et je peux te dire que dans mon cerveau, c'était genre, qu'est-ce que je fous ici? Mais qu'est-ce que c'est que cette vie que j'ai décidé de vivre? J'ai plus de vie, je vais retourner bosser, je vais en cours, je vais chez Disney là, après je repars en cours, et ce soir je suis encore dans mon bar. Je comprenais pas ce qui m'arrivait, et puis finalement, tu sais, ton cerveau, il se dit, je sais pas, moi, il y avait un truc dans ma tête qui me disait, fais-le. Et c'était genre, mais pourquoi est-ce que je m'impose ça? Et le truc dans ma tête me disait, fais-le, tais-toi, fais-le, encaisse, tu verras, il va se passer un truc, encaisse. Et puis, merci mon Dieu, quoi. Moins d'1 an après, je décroche mon premier contrat. Mais ça, c'était presque... Je peux pas te dire, est-ce que je m'y attendais? Est-ce que j'avais envie que ça se passe? Est-ce qu'il y avait un truc en moi qui me disait, boucle là et avance. Tu vas voir, il va se passer un truc. Ou est-ce que j'étais complètement fou et naïf? Peut-être les deux. Peut-être tout en ça. Tout cas, ça ouais. Confondu. Franchement. Pour finir, tu nous en as parlé brièvement tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu fais là concrètement? Est-ce que t'es tu parlais d'acting, de DJ, tout ça. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? En ce moment, je fais pas mal de choses très différentes. Alors déjà, je joue beaucoup. Je fais beaucoup de concerts, beaucoup de spectacles, beaucoup de dates où je joue. Je suis en tournée avec un spectacle qui s'appelle les comédies musicales Le Grand Show, où je me retrouve en fait sur scène avec Damien Sargue,
chanteur dans Roméo et Juliette, Mhm. Cecilia Cara, Gwendal, qui joue dans Marinotou, qui joue dans Le Roi Lion, qui a le rôle principal de Simba, évidemment. D'autres copains aussi, et des copines, Alexis Loison, Priscilla, Betty, Jinglin, qui était avec moi sur les 10 commandements aussi. Mhm. Et puis, je travaille avec d'autres aussi potes, Ahmed Mouissi, d'autres aussi potes, ça veut rien dire ce que je viens de dire. D'autres potes aussi. Ahmed Mouissi, qui était avec moi sur les 10 commandements, qui jouait le rôle de Ramsès. Pablo Villafranca, plein d'autres copains, Michelangelo, qui était dans Mozart Opéra Rock, entre autres. Et on est sur scène sur un spectacle hommage un peu à toutes ces comédies musicales qu'on avait vives, nous. C'est un peu une rétrospective de ces 20 dernières années. Mhm. Et écoute, c'est super cool. On voit le public est là, présent. Et ça... Il y a toutes les tranches d'âge, c'est drôle, parce qu'il y a les gens qui ont vécu le même truc que nous à l'époque et qui étaient jeunes, qui avaient notre âge, qui aujourd'hui sont devenus des parents, qui sont avec leurs enfants, mais ils ont aussi leurs grands-parents avec eux. Donc on a vraiment de 7 à 77 ans et c'est vraiment réel. Tu vois, tout ça dans le public. Écoute, ça fait un carton, c'est magnifique. Donc c'est super. Et puis je fais des concerts avec mes chansons à moi aussi encore. Ouais. Je prépare un nouvel EP que je vais sortir sous mon nom propre, sous Merwan Ring. Bonne nouvelle. Je prépare aussi d'autres projets de musique électronique que je sors sous un autre nom. D'accord. D'artiste, voilà, de musique électronique. Je fais beaucoup de doublage. Beaucoup de doublage pour des séries télé, pubs, etc. Donc des voix off aussi. Ouais. Voilà, et puis je commence à jouer la comédie devant les caméras. Pour d'autres choses. Ça, voilà. c'est super, ça. Ce côté acteur qui commence à se mettre en place tout doucement. Mhm. Et je sais pas où je vais, mais j'y vais. Ça me plaît. Comme d'habitude. Ouais. Donc Tu tu pouvais guetter peut-être, et vous me verrez peut-être dans des petites séries télé, voilà, ou peut-être films au cinéma aussi. Voilà. Donc ça se met en place tout doucement. Là, j'ai eu la chance de faire une petite apparition sur la série qui va sortir à la fin de l'année, sur la série Canal+, qui s'appelle Marie-Antoinette. Mhm. Si tu as suivi la série Versailles sur Canal+, Oui. ce sont les mêmes producteurs, etc. Donc c'est une série tournée en anglais, etc. Et donc il se passe évidemment à Versailles, entre autres. Et puis je fais une petite apparition dedans, mais c'est anecdotique, mais c'est plutôt cool. Donc j'ai envie de bifurquer aussi un petit peu vers ça, voilà. Et je me dis qu'un jour aussi, peut-être que je passerai derrière la caméra. Donc, ok. j'ai des envies aussi de ça. Je dis, moi, tant que je peux apprendre, j'avance. Voilà. Je suis aussi DJ. Je mixe beaucoup, un peu partout en France. Voilà. Donc, je fais des événements privés. Puis je fais des voilà. Écoute, je m'éclate à faire ça. Voilà. Mon planning, c'est un peu ça. C'est magnifique. Et donc, j'ai une grosse tournée d'été qui arrive. Voilà, avec moi, mes chansons à moi, et puis aussi des chansons de spectacle dans lesquelles j'ai pu jouer. C'est vrai que tout ça, ça reprend là, les concerts. Ouais, les les concerts reprennent, c'est presque. Tu vois, c'est presque, je sais pas comment j'arrive à les caser, carrément. C'est presque. Les gens sont. C'est presque trop, c'est-à-dire que je refuse des trucs carrément. Ouais. On a passé 2 années compliquées avec le Covid où on pouvait pas jouer nulle part. Et là, maintenant que les choses se remettent en place. On est carrément à se dire, ouais, mais c'est trop quoi. je peux pas, et oh. Non, donc je me retrouve à des fois à me caler des concerts mais qui ne s'arrêtent plus. Là, je sais que cet été, l'été qui arrive là, si tout se passe comme prévu, hein, évidemment, il y a, j'enchaîne, je fais une quarantaine de concerts déjà. Pour l'espace tu vois, sur les 2 mois là. 2 mois quoi, je fais une quarantaine de concerts. Sur 2 mois. Ce qui est beaucoup, c'est quasi. C'est quasi les 2 mois. C'est presque. Ouais, c'est presque un concert tous les jours. Tous les jours, quoi, tu vois. Donc, ce qui est pas mal. Hein. Ce qui est beaucoup, mais je suis content. Écoute, je suis ravi. Donc voilà. Et puis voyage aussi, partir en tournée aussi à droite et à gauche. Et puis la vie de famille avec mes enfants et voyager aussi pour plaisir parce que j'aime ça. Voilà. En tout cas, merci d'avoir reçu et d'avoir partagé tout ça. Comme tu l'as dit, t'en parles pas souvent et c'était intéressant d'échanger là-dessus. Et puis, la sortie est prévue pour bientôt. Je te dresserai le petit listing des sorties et des gens. Vous avez tous un point commun, que je dirais pas maintenant, tous ceux que je rencontre. T'as pas été choisi par hasard. C'est pas parce qu'on se connaît que je t'ai choisi. C'est vraiment parce que je me suis rendu compte, je dis, je vais le listing. Ok.
Je leur dirai plus tard. Est-ce que tu jures de dire toute la vérité et rien que la vérité? Donc vous pouvez nous retrouver partout sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à télécharger le nouveau QR code spécial Ma Parole. Et vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Partagez, likez, commentez, n'hésitez pas. Parlez-en autour de vous. Peace et à bientôt.